D'abord, Nicolas Sarkozy a donc été condamné à 5 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt à effet différé, assorti d'une exécution provisoire pour association de malfaiteurs. Charlotte Dornelas, beaucoup d'incompréhension autour de cette peine qui fait énormément réagir. Mais alors, en effet, comme dans le cas de la condamnation de Marine Le Pen, puisqu'il y a cette question de l'exécution provisoire qui prend beaucoup de place à la fois surtout dans les commentaires, c'est en premier lieu la forme et la manière de faire qui interroge. Je passe sur la forme de cette lecture interminable du délibéré avec 2 heures d'intervalle entre le fait qu'il soit relaxé sur 3 des infractions et la peine qui finit par tomber et à laquelle personne, même les gens qui assistaient à la lecture du délibéré, ne s'attendaient. Alors, c'est une pratique qui est sinon courante, en tout cas récurrente, et que récusent d'ailleurs à la fois beaucoup de justiciables et beaucoup d'avocats. Alors, dans le cas de Nicolas Sarkozy, il faut bien comprendre, il y avait 4 infractions, donc ça tout le monde a suivi depuis midi. 3 sont tombées, il en reste une 4e, association de malfaiteurs, pour laquelle il est condamné, et pour laquelle la mise en examen a été plus tardive que les autres. Que les 3 autres infractions. C'est une infraction pour laquelle on incrimine des éléments de préparation. On lui reproche d'avoir participé à un groupement dans le but, là c'est le texte qui parle, de préparer, de faciliter ou de commettre l'infraction pour laquelle, en l'occurrence, il a été relaxé. Cette accusation caractérise en plus de ça une abstention. Il a laissé faire l'organisation par plusieurs de ses proches de ces rendez-vous. Donc il encourt pour cela. Donc ça c'est pour ce pourquoi il a été condamné, ce qui est déjà une interrogation, là cette fois-ci de la loi et non pas de l'application de la loi, mais la loi elle-même en interroge certains. Ensuite, il encourt pour cela 5 ans de prison. Donc la peine qui a été prononcée correspond au maximum légal, ce qui est factuellement rarissime, a fortiori pour une infraction financière. Ça, c'est également, on peut le noter dans ce cas-là. Ensuite, la peine, vous l'avez dit, est prononcée avec un mandat de dépôt différé. Alors là, c'est une création. Certains magistrats m'ont expliqué que c'était une création qui avait été faite dans le cadre de ce que l'on a appelé la justice apaisée. Parce que, de fait, quand vous arrivez libre au tribunal et que vous êtes interpellé à la barre pour être directement placé en incarcération, c'est évidemment un choc pour tous les justiciables à qui ça arrive. Ça existe depuis 2019 et c'est également justifié par le besoin d'organisation de la logistique de l'incarcération. En gros, les places disponibles en prison, on y revient toujours, les conditions de transfert, la situation personnelle du condamné, par exemple la question professionnelle ou familiale. En l'occurrence, et là tout le monde s'accorde à dire que c'est très probablement lié à la qualité de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire un ancien président de la République, une telle incarcération nécessite un minimum d'organisation et de logistique, c'est peu de le dire. Le but est toutefois, dans la tête du magistrat qui prononce le mandat de dépôt, même à délai différé, de s'assurer de l'effectivité de la peine. C'est le but d'un mandat de dépôt à délai différé, c'est exactement la même chose, sans juger, en l'occurrence, qu'il y a nécessité d'incarcération immédiate. C'est un petit peu bâtard comme système, le mandat de dépôt à délai différé. Soit vous prononcez un mandat de dépôt et vous l'assumez, soit il est à délai différé. C'est assez original, pas seulement pour Nicolas Sarkozy, de manière générale d'ailleurs. À quoi s'ajoute enfin cette fameuse exécution provisoire, cette fois-ci justifiée par la présidente en raison de la gravité des faits. Elle a parlé de préparation de corruption au plus haut niveau possible, au plus haut niveau, puisque Nicolas Sarkozy allait accéder au plus haut niveau de l'État. Et là, il y a clairement une volonté de s'assurer de l'effectivité de la peine, quelle que soit la poursuite de la parole, de l'autorité judiciaire, puisque c'est c'est l'appel qui n'est pas suspensif de la décision de la première instance. En clair, il y a la volonté de ce tribunal que la peine soit appliquée, quelle que soit la lecture par la cour d'appel du même dossier. Comment comprendre que Nicolas Sarkozy ne puisse avoir aucun recours contre cet emprisonnement malgré sa volonté de faire appel? Alors là, j'ai demandé à plusieurs magistrats à quoi servait cette exécution provisoire, parce que franchement, dans le premier cas qu'on a vu cette année, comme dans le second, on se demande quelle est la nécessité absolue que l'incarcération intervienne maintenant. Si le tribunal aujourd'hui considère qu'avec le dossier qu'il a entre les mains, l'incarcération est absolument inévitable en raison de la gravité des faits, on imagine que la cour d'appel, avec les mêmes textes et les mêmes faits, prononcera également une peine d'emprisonnement. Donc, à quelques mois ou années d'intervalle, quelle est la nécessité que ça intervienne absolument maintenant? Alors, plusieurs magistrats m'ont donné des exemples
de la nécessité de l'exécution provisoire. Je vais vous en donner un très simple pour qu'on comprenne pourquoi en fait le législateur a pensé à installer cette exécution provisoire. Imaginez un homme qui commet des violences, alors légères, je mets beaucoup de guillemets, mais légères envers une femme, c'est-à-dire qui ne nécessite pas, en raison de la loi, une incarcération. Le juge prononce une peine en disant bah, « Écoutez, monsieur, vous n'êtes pas incarcéré, il y a un aménagement de votre peine avec sursis ou inférieur à 1 an, mais il y a dans la peine l'interdiction de voir votre épouse ou votre ex-épouse. » Cette personne peut faire appel, mais le juge décide qu'il y a un tel risque de récidive de ces violences qu'il met une exécution provisoire, que vous fassiez appel ou non, vous avez interdiction de voir votre femme. Là, on comprend bien l'idée et la légitimité de l'exécution provisoire. Mais là, cette fois-ci, la présidente n'a pas parlé du risque de récidive, ça aurait été un peu ridicule, on en conviendra tous. Donc elle a parlé de l'exceptionnelle gravité. Bon, là, c'est à l'appréciation, on ne voit pas pourquoi l'incarcération changerait quelque chose à la gravité ou non des faits. Il y a clairement une volonté de voir Nicolas Sarkozy en prison en raison de la peine qui a été prononcée. Là, pour le coup, ça a étonné un bon nombre de magistrats à qui j'ai posé la question, parce qu'il n'y a évidemment aucun risque de renouvellement des faits, aucun risque de fuite, évidemment, et il est difficile quand même de plaider l'absence de garantie de représentation chez Nicolas Sarkozy, ni le besoin impérieux d'incarcérer en urgence. Évidemment, le tribunal pourrait attendre la confirmation ou non de cette peine en appel. Il y a donc une véritable question sur cet usage de l'exécution provisoire qui a été soulevé immédiatement par Marine Le Pen, évidemment, mais par d'autres avec elle, notamment dans la classe politique. C'est une question qui revient aux législateurs. On l'avait déjà dit au moment de la peine prononcée contre Marine Le Pen. Ça devient absolument évident aujourd'hui. Ce qu'il faut voir, c'est que l'évolution de la législation, notamment vis-à-vis des hommes politiques, au nom de la transparence et de la moralisation de la vie publique, beaucoup d'hommes politiques ont demandé la mise en place d'outils dont se servent les magistrats, puisqu'on leur a donné ces outils-là par le biais de la loi, sans que personne ne veuille, à l'époque, en mesurer les conséquences. Souvenez-vous des quelques-uns qui avaient dit attention à ces outils parce que ça pourrait transformer absolument la vie politique ou même le pouvoir laissé aux magistrats par rapport aux politiques. Et cela a été accusé évidemment de ne pas vouloir la transparence, de ne pas vouloir la moralité de la vie publique. On voit bien qu'il y a une question politique extrêmement forte derrière la peine qui est prononcée aujourd'hui. Nous analyserons tous ces sujets au cours de l'émission. Dernière question pour vous, Charlotte, pour bien planter le décor. Que va-t-il se passer maintenant pour Nicolas Sarkozy ? Ira-t-il réellement en prison ? Alors, il est convoqué, on l'a appris, donc, par le parquet national financier le 13 octobre prochain, puisque ces fameux mandats de dépôt à délai différé, il y a une convocation dans le mois qui suit le prononcé de la peine. Et ensuite, à partir du 13 octobre, le parquet a 4 mois pour incarcérer Nicolas Sarkozy. Donc, entre le 13 octobre... Par ailleurs, bon courage à la Cour d'appel, puisque après interviendra le procès en appel du Rassemblement national. Tout ça va être compliqué à organiser en même temps. Bon, bref. Donc, 13 octobre, il y a 4 mois pour l'incarcération. Alors là, je vais être très honnête avec vous, c'est tellement compliqué et par ailleurs tellement inédit que les magistrats n'étaient pas sûrs eux-mêmes de ce qu'il était possible de faire, ceux que j'ai eus en tout cas. Il y a évidemment la question qui se pose, c'est est-ce que la demande de remise en liberté peut être faite à partir du moment où il a sa date d'incarcération, auquel cas elle pourrait être examinée en urgence avant même l'incarcération, ou est-ce qu'il faut attendre l'incarcération effective pour qu'elle soit examinée ? Quoi qu'il arrive, il y a soit la demande de remise en liberté qui va évidemment être déposée immédiatement par ses avocats, ou la demande de libération conditionnelle, puisqu'il est âgé de 70 ans. Et par ailleurs, nul aujourd'hui, la peine prononcée est 5 ans d'emprisonnement, nul ne peut se prononcer sur la durée réelle d'emprisonnement si Nicolas Sarkozy va bien en prison. D'abord, parce qu'elle peut varier sur décision de la Cour d'appel, puisqu'il a annoncé déjà faire appel. Il peut également obtenir une libération conditionnelle ou un aménagement de peine. Et par ailleurs, il y a une voie spécifique, je vous le disais, pour les personnes de 70 ans, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire une demande de libération conditionnelle. Vous savez, pour n'importe quelle personne qui va en prison, si vous faites une demande de libération conditionnelle, c'est à partir d'un minimum de peine purgée, la moitié en l'occurrence, de la peine qui a été prononcée. Quand vous avez 70 ans ou plus, les habituels critères de durée minimale de peine purgée sont levés pour des raisons de santé et de dignité des personnes qui sont incarcérées.